y avait Benjamin qui en parlait aussi, qui disait est-ce que vous pensez qu'avec le temps, les États vont lancer leur propre réseau de crypto officiel? Donc, je pense que tu parles des CBDC, rendant les autres cryptos, dont Bitcoin, comme hors cadre réglementaire au regard de leurs lois. Donc, tu vois, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire. Je ne sais pas ce que tu penses de ça quand tu as des gens qui te disent ouais, mais au final, le Bitcoin, c'est qu'une question de temps parce que les États vont l'arrêter, tu vois, par exemple. Ou la crypto, les États, de toute façon, ils vont le détruire dans l'œuf. Donc, c'est qu'une question de temps avant que ça n'existe plus. Ouais, bah après, je pense qu'il y a pas mal à dire, donc on va en discuter un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas tant d'exemples que ça au final, si on regarde, où il y a tous les États du monde entier qui se sont mis d'accord sur un seul truc au final. Il y a peut-être un exemple avec la couche d'ozone quand ils ont décidé, plus ou moins avec je sais plus quel protocole au niveau mondial, d'interdire certains gaz à effet de serre. Et du coup, on a quand même réussi à avoir un consensus à peu près généralisé sur le fait qu'il fallait interdire certains gaz à effet de serre. Et du coup, la couche d'ozone, on a réussi à boucher le trou à peu près. Bon, petite parenthèse, mais pour dire qu'il y a des fois, on arrive à se mettre d'accord à peu près sur des trucs qui concernent tout le monde. Mais sur le côté financier, fiscal, réglementation, je ne pense pas qu'il y ait d'exemple pour l'instant où tout le monde s'est mis d'accord sur comment agir au niveau de manière généralisée. Donc tous les États du monde entier qui sont d'accord sur le fait de dire OK, on va tous appliquer tel point d'imposition, on va tous appliquer telle loi, on va tous avoir les mêmes guides de conduite. Ça, je pense que c'est pas arrivé. Et après, effectivement, on a des exemples. Alors, je pense que peut-être tu te réfères au Nigeria, la Turquie, il me semble, d'autres pays d'Afrique où justement ça avait été interdit et on se rend compte qu'il y avait, il y avait beaucoup d'utilisation et un premium assez important. C'est-à-dire que non seulement c'est un des pays où ça se tradait le plus alors que c'était interdit, mais en plus c'était un des pays où ça se tradait le plus cher parce que du coup, il y avait des manières de contourner un petit peu, mais ça coûte plus cher, hein, bien sûr, quand tu dois faire un petit peu contourner le système plus officiel. Donc, il y avait des premiums assez importants sur les volumes d'échange. Et après, en plus, il faut bien avoir conscience que, comme on l'a dit, il peut y avoir et on va avoir plus de réglementation, plus de limitations, plus de tout ce que vous voulez, mais il y en a une bonne partie qui peut se faire au niveau des interfaces, c'est-à-dire comme on a vu par exemple avec Uniswap qui déliste des tokens, mais c'est juste, ça veut dire qu'au final, au niveau de l'interface, vous n'avez plus accès l'interface uniswap.com, je ne sais pas si c'est un .com ou un point, je sais Le pas quoi. front-end, l'interface utilisateur, Voilà, quoi. voilà, le front-end, c'est-à-dire le site, ce que vous voyez quand vous vous connectez à l'URL, il ne vous laisse pas faire des échanges de crypto, il ne vous laisse pas interagir vers certains trucs. Pareil sur les exchanges, en fonction de votre localisation, ils vous disent mais attention, on voit que vous êtes là, vous n'avez pas le droit de faire telle action, vous n'avez pas le droit d'acheter des cryptos si vous êtes aux US ou des choses comme ça. Mais au final, c'est vraiment au niveau de l'interface du site web auquel vous connaissez tout le back-end et tous les smart contracts, tout ce qui est la crypto pure et dure, c'est-à-dire l'interaction avec les blockchains, interaction avec les smart contracts, faire que votre wallet interagisse avec la blockchain. Si vous connaissez un petit peu, si vous avez téléchargé les logiciels, si vous pouvez avoir votre propre nœud, avoir votre VPN, avoir des choses comme ça, vous pourrez toujours au final interagir avec le smart contract d'Uniswap pour échanger les tokens. C'est juste que pour la plupart des gens, quand ils se connecteront sur le site, il ne sera plus. Donc ils disent délisté, mais il n'est pas vraiment délisté. Du moment que le contrat est toujours déployé et qu'il fonctionne bien sur la blockchain, qui a des fonds dans les pools de liquidité, les swaps sont possibles. C'est juste qu'il faudra passer par d'autres protocoles ou interagir directement avec la blockchain, avec le smart contract. Donc, c'est beaucoup plus technique, mais ça sera toujours faisable. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de réglementations et d'interdictions à ce niveau-là. Mais après, au niveau technique, c'est vu le fonctionnement des projets vraiment décentralisés, pour le coup, là, on arrive sur la résistance à la censure, pour le coup, elle prendra tout son sens, parce que là, pour le coup, si le projet est vraiment décentralisé, et au niveau mondial, donc avec des nœuds partout, pas seulement des nœuds qui sont hébergés chez Amazon aux États-Unis à 80%. Donc là, ça pue un peu, c'est pas forcément décentralisé. Mais là, on pourrait voir vraiment toute l'utilité du truc. Même si après, on pourra rentrer sur la discussion prix, investissement. Là, moi, je parle sur l'aspect vraiment idéologique, sur l'aspect interdiction, protection à la censure, souveraineté monétaire, toutes ces choses-là qui pourraient quand même continuer d'exister. Après, sur le côté investissement, price action, effectivement, on prendrait un coup derrière la tête, quoi. Je sais pas si tu veux Ouais, rebondir forcément. sur Si ouais. demain, si demain les États disent, même en France, hein, le Bitcoin c'est interdit et tous ceux qui en ont, ils font de la tôle.
Bah, c'est sûr que le prix, il va prendre un coup. Alors après, la France, ça représente rien par rapport au marché mondial. Je veux dire, si demain, ouais, il y a beaucoup de pays, même les États-Unis, la Chine et tout, ou plein d'autres pays qui commencent à dire, vraiment, on interdit l'utilisation du bitcoin pour monsieur et madame tout le monde, ça sera compliqué de pouvoir y aller. Tu as parlé de la censure sur les front-end, on commence déjà à le voir, tu l'as dit avec Uniswap, mais cette censure, elle se ferait comment? En fait, aussi sous forme de KYC. C'est-à-dire qu'à la base, la DeFi, ça veut dire finance décentralisée, ça a pour objectif d'être décentralisé, de permettre à n'importe qui de pouvoir faire du rendement et d'avoir accès en fait à tout un tas d'outils de la finance sans avoir les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Des gens qui n'ont pas de compte bancaire et tout. Donc, sauf que si demain, et on commence déjà à le voir avec la réglementation de MiCA aussi en Europe, qui impose et qui oblige certains protocoles à se mettre d'aplomb pour avoir une réglementation uniforme en Europe. Et notamment, l'une des demandes, c'était de dire, voilà, sur tous les front-end et sur toutes les applications décentralisées, j'ai parlé d'Uniswap, il y en a plein d'autres, c'est d'avoir un KYC. Donc, au final, vous mettriez votre carte d'identité quand vous voulez utiliser Uniswap. Vous allez peut-être devoir donner tout un tas de documents. Et au final, c'est contre les valeurs posées à la crypto. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si demain, ça arrive, qui c'est qui va se faire avoir? Qui c'est qui ne pourra pas utiliser la DeFi? Ceux qui ne sont pas formés, ceux qui savent que utiliser le front-end. Si derrière, toi, tu es 99% capable. des gens. Bah oui, non mais c'est ça. 99% des gens, non mais c'est clair. Mais du coup, si toi, tu comprends un peu comment ça fonctionne, c'est pas la fin de la crypto. Par contre, en termes d'adoption, je suis d'accord que ça peut un peu poser problème. Mais c'est certains protocoles. C'est-à-dire que tu en as certains qui vont se conformer à la loi et tu en auras d'autres qui ne le feront pas. Regarde tout ce qu'on avait avant à l'époque avec Pirate Bay, avec BitTorrent, avec tous ces trucs-là, tu vois. Même Mega Upload qui représentait je ne sais plus combien de pourcentage d'Internet à l'époque, au final, euh, ça a toujours existé et ça existe encore aujourd'hui, tu vois. Simplement, pour monsieur et madame tout le monde, certes, c'est un peu moins accessible. Mais franchement, aujourd'hui, avec le recul, je vois pas une seule chose que les gouvernements ont pu véritablement éradiquer et arrêter. Tu vois, si tu prends par exemple, et qu'ils ont voulu arrêter à un moment donné, tu prends la prostitution, tu prends la drogue, par exemple, juste pour citer quelques exemples, hein, c'est interdit dans beaucoup d'États, dans beaucoup de pays, y compris en France. Est-ce que pour autant, si demain vous voulez chercher une prostituée, vous voulez acheter de la drogue, vous ne pouvez pas le faire? C'est un marché qui est ultra lucratif. Il y a toujours eu un marché, un besoin. Et donc, s'il y a un besoin et un marché et la crypto répond vraiment à ce besoin, il y aura de la demande. Et il y aura la possibilité de le faire. Et je vous montrerai quelques cas, hein. La Chine et l'Inde ont essayé de bannir le Bitcoin 7-8 fois depuis des années. Pour autant, les volumes d'échanges de transactions dans ces pays, et je parle de la Chine, qui ont quand même un contrôle sur leur population qui est énorme, hein, avec un scoring social, avec aujourd'hui, ils n'ont pas accès à Internet comme nous, hein, ils ne peuvent pas aller sur Facebook, ils ne peuvent pas faire toutes ces choses-là. Même pour parler, je crois que c'est WeChat qu'ils ont chez eux et tout. C'est compliqué pour pouvoir accéder à la crypto, mais les volumes d'échanges, les volumes de transactions et l'accès au Bitcoin là-bas, en tout cas la demande là-bas, elle est hyper élevée. Et ils n'ont jamais pu le bannir. Pourquoi? Parce que justement, on est sur un protocole qui est décentralisé, résistant à la censure. Par contre, le seul problème qu'on pourrait avoir, et moi c'est là aussi où je voulais un peu échanger avec toi, c'est que quand on est sur des blockchains dites transparentes, comme le Bitcoin ou l'Ether, où tout est inscrit de manière immuable sur la blockchain, et avec des boîtes comme Chain Analysis, qui aujourd'hui ont pour objectif d'analyser tout ce qui se passe, est-ce que demain, on ne peut pas avoir, un peu comme ceux qui avaient fait des transactions sur le Darknet en 2013 sur Silk Road avec leur BTC, qui se sont fait rattraper des années plus tard avec des bitcoins teintés parce qu'ils étaient teintés d'une activité illicite, se faire rattraper plus tard parce qu'on est capable aujourd'hui de relier, tu vois, si tu as fait un KYC sur une plateforme d'échange, on est capable aujourd'hui avec les analyses on-chain qui deviennent de plus en plus sophistiquées, il y a Arkham Intelligence, il y a Chain Analysis, il y en a plein d'autres, qui bossent avec le gouvernement, hein, sur pas mal de gouvernements, et qui sont payés des fortunes aussi pour donner leur ressort là-dessus. Est-ce qu'il n'y aurait pas à un moment donné un peu un côté dystopique de se dire, on est sur une blockchain transparente, j'étais pas censé utiliser le Bitcoin, on est capable de le tracer, et c'est comme si aujourd'hui, imaginez que vous faites quelque chose d'illégal, vous avez un couteau, vous tuez quelqu'un, et en fait, c'est marqué sur votre front jusqu'à la fin de votre jour que vous avez tué cette personne avec telle arme. La blockchain, c'est ça, hein. C'est que c'est marqué ce que vous avez fait de manière indélébile jusqu'à la fin de toute l'histoire de l'humanité sur la blockchain. Et donc, si vous n'êtes pas fait choper maintenant, vous pouvez vous faire choper plus tard, tu vois. Donc, c'est ça un peu le problème, et d'où l'intérêt aussi de certaines blockchains opaques, comme Monero, qui remet aussi le côté fongible du Bitcoin au centre,
Et ce qu'on disait avec Théo, c'est que ça, c'est la partie idéologique, c'est un peu la mienne, tu vois, la partie idéologique, cypherpunk et tout. La réalité, c'est que l'écrasante majorité des gens, on n'a rien à taper de ça. Quand tu vois que les mecs, ils mettent tout sur internet, ils mettent tout, sur YouTube, ils mettent tout, de partout, ils n'utilisent pas de VPN, bref. Leur parler de blockchain opaque et de leur parler de censure, sur des blockchains transparentes et de ces problématiques que je viens d'évoquer, allez, c'est bon, tu as perdu, 99,99999% des gens, quoi. Donc déjà sur ça, est-ce que déjà tu veux rebondir, peut-être, Théo? Je vais rebondir. Effectivement, on en a pas moi, j'en parlais pas mal sur ma chaîne au début, surtout l'aspect privacité, parce que c'est quand même quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais on se rend compte, effectivement, nous, c'est vrai qu'on l'évoque souvent, mais en tant que créateur de contenu sur les cryptos, tu vois ce qui marche et tu vois ce qui marche pas, en fait. C'est directement, tu vois quand le marché monte parce que tu as les vues qui montent, tu vois les thématiques qui intéressent parce que quand tu sors une vidéo sur certaines thématiques, tu dis, bon, ça peut peut-être marcher un petit peu, ça marche beaucoup, tu dis, OK, donc en fait, grosso modo, tu fais le top 10 des cryptos qui vont fonctionner, les pépites pour le bull run, là, t'es sûr de cartonner. Tu parles de privacité, de choses beaucoup plus techniques. Bon, en termes de vue, c'est pas la même. Mais après, tout simplement, moi, j'aime bien dézoomer à chaque fois et voir un peu plus la vision générale. Effectivement, on se dirige dans un monde et on va donner des exemples concrets pour la France, hein, parce que je pense qu'on est la plupart des gens qui regardent ce live sont situés en France. Rappelez-vous, peut-être que vous avez vu passer des news pour les impôts, ils sont en train d'utiliser de plus en plus les outils d'IA. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont fait toper avec des piscines parce qu'ils ont donné des modèles de données pour. Avant, ben, les mecs, c'était à la mano, quoi. Ils se connectaient sur Google Maps, ils regardaient ton adresse, ils essayaient de voir si tu n'avais pas une piscine, un truc, ils essayaient de zoomer dans ton jardin. C'était pas très clair. Là, maintenant, ils ont fait, allez, on charge les maps de la France sur des outils d'IA et tout ce qui ressemble de loin à une piscine, tu flagues. Tu flagues avec les adresses, le nom, est-ce qu'il a déclaré et tout. Tu fais ton petit mix. Tac, ChatGPT, tac, machin, il n'a pas déclaré sa piscine. Sur Google Maps, allez confirmer la photo, mais moi, il me semble quand même qu'il a une petite piscine dans son jardin. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'aller faire un petit contrôle, quoi? Et donc, ça, c'est déjà acté. Il y a des mecs qui se sont fait retoquer pour ça. Et Dezio, ils ont passé maintenant le fait que pour les agents du fisc, pour les choses comme ça, c'était maintenant, ils pouvaient aller regarder les réseaux sociaux, Instagram, machin, pour aller faire des contrôles, justement, voir si ce que vous présentez sur les réseaux sociaux colle un petit peu avec vos déclarations. Parce que forcément, si vous dites, moi, je suis au RSA, j'ai rien en propriété, et que vous passez votre temps à mettre des stories dans des hôtels de luxe, en bikini, au bord des piscines, voilà, ils disent, tiens, c'est quand même un peu étrange, ça. Et bon, Ah là, oui. comment ça se fait, monsieur? Vous pouvez m'expliquer? Et donc, du coup, c'est des choses qui arrivent dès maintenant, au final, où tu as des outils. Alors, on peut faire le parallèle avec les outils on-chain qui se développent de plus en plus et avec l'IA qui va très certainement aider à ça. Mais en fait, dans tous les aspects contrôle de la population, contrôle de la fiscalité, il y a de plus en plus ces choses-là qui se mettent en place et c'est même pas, on parle même pas de voilà les complotistes, ça va se mettre en place, c'est dès maintenant en fait. Là, on a parlé des piscines, on a parlé des réseaux sociaux, il y a les caméras, la caméra à reconnaissance faciale pour les JO, donc c'est-à-dire c'est même pas une dystopie, enfin si c'est dystopique, mais on y est déjà dès maintenant. Donc effectivement, la tendance elle va plutôt sur ça et je suis d'accord avec toi qu'on pourrait avoir des éléments comme ça, d'avoir des protocoles qu'on a utilisés qui sont legit maintenant, 2024, et dans 5, 6, 7 ans, un DEX par exemple, qu'on aurait utilisé, et qui n'aurait pas voulu se mettre en conformité avec les prochaines réglementations. Alors en général, le côté rétroactif en législation, c'est quand même assez difficile, mais pourquoi pas? Et on peut donner notre exemple aussi, notamment avec toute la vague un peu wokisme, cancel, des trucs comme ça qui sont arrivés. Il y a pas mal de monde qui sont fait virer à cause de posts sur les réseaux sociaux qui ont été faits en 2011, au début de Twitter par exemple. Il y avait des mecs, donc c'était beaucoup plus libre. Du coup, il y avait vraiment un peu de tout. Et des mecs qui avaient posté des trucs sur les réseaux sociaux, Twitter ou les réseaux sociaux en général, et qui sont fait virer ou qui sont fait cancel ou qui sont fait ce que vous voulez des années plus tard, peut-être 10 ans plus tard, parce qu'au final, il y a des mecs qui ont retrouvé, et on le voit aussi hein, dans toutes les personnalités politiques, il y a un grand jeu au final de retrouver, bon, on ne va pas citer de nom, mais bon, vous voyez un peu le contexte politique en France actuel, vous avez très certainement vu passer d'un bord ou de l'autre des infos de mecs en disant mais regardez, il y a 10 ans, lui, il a dit ça sur les réseaux sociaux. Il y a 5 ans, il avait cette vidéo-là, et tu lui mets la vidéo en face, le mec, il se contredit. Donc au final, c'est pas une blockchain, mais au final, cet historique numérique qui continue d'exister, il sera toujours présent. Et la blockchain, c'est encore pire pour ça, parce que techniquement, on ne peut même pas l'effacer.
Si tu es un peu malin, tes tweets, tu peux les effacer, faire en sorte de laisser le moins de traces possible, si jamais tu as fait des choses un peu, ou dit des choses un peu limites. Mais pour le coup, pour la blockchain, si tu as interagi avec un protocole et que tu es KYC, bah là, tu n'as rien à faire, quoi. C'est juste. Et tu étais peut-être dans la légalité à ce moment-là. Tu étais Exactement, peut-être dans exactement, c'est ton ce que je dis. droit. Mais à un moment Exact. donné, ça l'est peut-être plus, comme tu l'as dit, et que ça, c'est rétroactif. Ils disent: «Attendez, aujourd'hui, c'est interdit, mais vous l'aviez déjà utilisé». Ben ouais, mais avant, j'avais le droit. Ouais, mais aujourd'hui, vous aviez plus le droit. Bah, c'est Qu'est-ce comme qui la nous prouve que vous prescription. l'avez Peut-être plus qu'il y a- utilisé aujourd'hui? C'est comme peut-être il y aura des délais de prescription, tu vois, genre, si ça fait 20 ans que tu l'as utilisé, c'est bon, mais voilà, si il y a plein de crimes aujourd'hui, tu vois? Si tu les as commis il y a 10 ans, bah, tu quand même, tu peux aller, Mmh. tu peux passer devant un tribunal parce que c'est considéré, voilà, c'est pas prescrit. Ça on part peut-être un peu loin, mais c'est pas non plus, enfin, regardez un peu, les exemples qu'on a cités, est-ce que ça paraît le scénario 100 improbable? Est-ce que c'est totalement inconcevable que ça se passe comme ça? Pour ma part, je pense pas. Est-ce que c'est le plus probable? Je sais pas non plus. Est-ce que ça va arriver dans les, quelques années qui arrivent? Je sais pas non plus, mais tu dis: «Pourquoi pas?» Mmh. C'est pas non plus, Après, il y a Desmond qui dit: «Vu le nombre de méga agrégateurs de DEX qui existent déjà, je vois mal comment ils pourraient techniquement faire ça». Et je suis d'accord avec toi. En fait, je pense qu'il y aura toujours des outils. Tout comme aujourd'hui, tu peux aller sur le darknet, tu peux très bien acheter de la drogue et faire ce que tu veux. Simplement, bah, voilà, il y a des trucs qui sont plus ou moins accessibles. Après, si on parlait plus en termes d'adoption, tu vois? Il y a aussi un truc que je me dis, c'est que s tu vois, je vais partager mon écran, ça sera plus simple. Vas-y. Juste pour vous montrer, je sais pas si on voit mon écran, Théo? Ouais. Nickel. Je vais essayer de zoomer un peu, si on peut. Ça, c'est toutes les fois où, il y a eu des articles, des vidéos, ce que vous voulez, qui ont décrété que le bitcoin était mort. Parce que ça a été banni à un endroit donné, parce que, un politique a dit que c'était pourri, enfin ce que vous voulez. Là, vous avez le listing et le prix à chaque fois du bitcoin et c'est tout sourcé, hein. Vous pouvez cliquer dessus, c'est bybitcoinworldwide.com/bitcoin is dead et donc vous voyez le prix en fait du bitcoin au fur et à mesure et le nombre d'itérations et le nombre de fois où on a dit que le bitcoin était mort. Donc vous pouvez y aller, la liste elle est très longue, hein. Aujourd'hui, ils en ont référencé 385, d'accord? Et ils sont arrêtés en 2022, hein, ça aussi qui est marrant. Ils se sont arrêtés en 2022 parce que je pense qu'ils ont eu un peu, ras les fesses. Mais on pourrait continuer et je pense que ça continuera d'avoir ce truc-là et moi je me dis: «Bon, déjà depuis le temps qu'on dit que le bitcoin est mort et qu'il est encore là, ça prouve quand même quelque chose». Autre point important, c'est que si les États disent vraiment à un moment donné: «On s'attaque au bitcoin, on va l'éradiquer» et de toute façon, ils n'y arriveront pas parce que techniquement, c'est pas possible, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de décentralisé. Est-ce que ça renforcera plus, encore d'autant plus, le pouvoir et l'influence qu'aura la crypto sur le marché au niveau mondial? Parce que ça prouvera l'inefficacité et bonne fois pour toutes des gouvernements à ne pouvoir typiquement rien faire vis-à-vis de ça, tu vois? Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gouvernements ont essayé juste de faire des réglementations et tout, mais n'ont jamais dit ouvertement qu'ils allaient, exterminer en fait le bitcoin et mis vraiment des moyens énormes pour pouvoir le faire. Parce que déjà, c'est pas possible. Je vous invite vraiment à vous renseigner, de regarder des vidéos d'Andreas Antonopoulos, qui parle de vraiment techniquement comment fonctionne le bitcoin et il vous expliquera que techniquement, vraiment, c'est pas possible. Et que tu vois, si demain, tu as un État, imagine demain, tu as la Chine qui dit vraiment, c'est la guerre contre le bitcoin et on va vraiment l'éradiquer et tout. Ils mettent des milliards et des milliards et des milliards sur la table pour au final se rendre compte que c'est pas possible. Est-ce qu'au final, ça renforcera pas d'autant plus le côté résistance à la censure et la qualité de ce pourquoi on décide aujourd'hui de placer notre argent sur Bitcoin? Et au final, en voulant et en essayant de le détruire, ça fait que renforcer sa position sur le marché et au final, driver encore plus l'adoption, tu vois? Mais après, on l'a évoqué aussi, mais c'est vrai que bon, c'est pas la fin du monde non plus. J'allais mettre dans le commentaire, c'est la fin du monde. Mais bon, c'est pas, on fait un petit travail aussi de potentiel scénario. Mais après, c'est vrai que au final, on l'a évoqué aussi pas mal de fois sur les différentes chaînes. Mais c'est vrai que dans tous les pays où vraiment tu en as besoin pour le coup, pour l'aspect monétaire, résistance à la censure, les mecs, ils voient direct l'intérêt. Au Venezuela, en Argentine, en Turquie, tous les pays où il y a énormément d'inflation sur la monnaie au final, beh, comme par hasard, Bitcoin, il prend de plus en plus de place et il y a pas mal de gens qui l'utilisent quotidiennement. Alors après, c'est pas l'adoption avec tout le monde qui l'utilise, mais on se rend compte que, beh, dès qu'il y a une grosse inflation, dès que
justement le côté réserve de valeur est encore plus bafoué sur les monnaies fiat qu'ailleurs dans le monde, les gens se mettent à utiliser Bitcoin parce qu'en fait, ils commencent à rechercher sur Google, mais qu'est-ce que je peux faire? Je perds de l'argent et ça apparaît comme une alternative tout à fait valable et donc les gens l'utilisent. Donc il y a aussi cet aspect-là et ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Se dire, effectivement, s'il y a besoin d'outils comme ça de résistance à la censure pour conserver un petit peu de valeur monétaire, même si c'est pas en ligne droite, même s'il y a de la volatilité quand même, au final, on se rend compte que dans les pays où il y en a vraiment besoin, les gens l'utilisent. Plus peut-être que pour des aspects vraiment financiers de la vie de tous les jours, envoyer de l'argent à l'autre bout du monde, conserver un peu de valeur pour pouvoir acheter des trucs à la fin du mois, on se rend compte que c'est vraiment utilisé. Donc effectivement, si vraiment il y en a besoin et en plus, il y a le use case un petit peu qui est démontré en Europe, où c'est pas trop le cas pour l'instant, on n'a pas eu trop besoin d'utiliser cet aspect-là du Bitcoin. C'est plutôt l'aspect investissement pour le coup. Oui, ça aura encore plus sa place. Donc pour ce côté-là, du coup, c'est plutôt positif effectivement. Si les gens, peut-être c'est comme tout, si vraiment tu es tu sais, c'est comme les besoins dans le marketing. Est-ce que c'est juste un nice to have ou est-ce que ça fait plaisir ou est-ce que c'est vraiment le problème difficile et immédiat pour toi? Et donc, si on est vraiment dans ce cas-là du problème immédiat, dur pour toi, où tu as vraiment besoin de trouver une solution, les gens ils vont trouver la solution. Si c'est juste l'aspect financier, améliorer ses finances ou essayer d'investir, ils se disent, bon, au final, je suis pas si mal que ça, peut-être j'en ai assez pour vivre. Si vraiment tu te dis, putain, je suis dans la merde, il faut que je trouve une solution pour mon argent parce que là, je suis en train de me faire plumer comme il faut, là, du coup, tu es peut-être un peu plus incité à passer à l'action, tu vois. Il y a toujours ces Mmh. deux cas-là, quoi. Ouais, et puis surtout aussi, tu vois, moi ce que je me dis, c'est que si on regarde au niveau mondial, on est souvent sur un scénario pessimiste. Souvent, c'est ceux qui investissent pas en crypto, hein, qui vont dire, ou qui connaissent très peu en fait le marché, qui vont dire: «Ouais, mais de toute façon les États vont l'arrêter». Bon, ça fait, depuis que le bitcoin existe et depuis que la crypto existe qu'on nous dit que ça va être le cas. Et aujourd'hui quand même, j'aimerais rappeler que la réglementation, dans beaucoup de pays, devient de plus en plus positive à l'égard de la crypto. Il y a qu'à voir l'acceptation des ETF Bitcoin aux États-Unis, il y a qu'à voir les réglementations qu'on a au Salvador et un peu de partout ailleurs. C'est quand même plutôt dans un sens positif que négatif. Et après, ça peut être un jeu à la fois politique, on le voit avec Trump et Biden, hein, qui essayent de tirer aussi une partie de l'électorat, parce que, en fait, pourquoi à l'époque les gouvernements et les politiques crachaient sur la crypto et sur le Bitcoin? Parce que l'électorat ne représentait rien pour ces personnes. C'était un marché de niche. Ce qui était véhiculé comme information, c'est utilisé pour le darknet, sur le darknet pour acheter des saloperies et faire du don d'organes. Forcément, c'était ce qui était véhiculé, donc c'était ce que les gens voulaient entendre. Aujourd'hui, la crypto, ça représente 580 millions d'utilisateurs au niveau mondial et ça va faire qu'augmenter. Donc à partir de quel moment les politiques se diront, sachant qu'eux, leur objectif, c'est pas de se battre pour le bien commun, on est d'accord, c'est de se faire réélire. Donc, quand il y a une grosse partie d'électorat qui est investi en crypto, et en plus, il y a de plus en plus de politiques, de sénateurs et de personnes qui sont dans ces milieux-là, qui investissent directement dans le Bitcoin et dans la crypto et qui sont convaincus de ce genre de truc, à partir de quel moment ces personnes-là ne vont pas changer leur fusil d'épaule ou retourner leur veste, comme elles le font très régulièrement, simplement pour pouvoir se faire réélire. Et on voit que c'est le cas aujourd'hui. On n'a jamais eu un ETF, notamment pour Ethereum, qui a été accepté aussi rapidement, simplement parce qu'aujourd'hui, tu as Biden et Trump qui se tirent la bourre pour essayer de se faire élire et pour tirer la couverture de leur côté. Donc pour moi, c'est qu'une question de temps et il y a un arbitrage qui se fait, je le répète, hein, mais au niveau mondial. Et c'est pas parce qu'il y a un pays qui va décider de dire, bah nous, on va le refuser, que ça sera le cas partout. Imaginez déjà, comme l'a dit Théo aussi, hein, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur des sujets qui clairement souvent sont pas d'un enjeu majeur et extraordinaire. Imaginez sur des questions monétaires.